Bien, prenez place, s'il vous plaît. On va commencer, excusez-nous pour l'attente, mais il y a tellement de monde qu'à l'entrée du salon, évidemment, ça bouchonne un petit peu, mais tout va en rentrer dans l'ordre. Prenez place, il y a encore des fauteuils qui vous attendent. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être parmi vous pour cette nouvelle édition d'IFTM Top Raisin. C'est toujours évidemment un plaisir d'être là. Pour ce qui est le plus grand rassemblement professionnel du monde du travel en France. C'est la grande famille du travel qui se réunit chaque année. On est vraiment ravis évidemment de vous retrouver avec les mines réjouies après un été magnifique. Donc c'est toujours un bonheur pour moi aussi personnel de pouvoir préparer et d'animer certaines des conférences du salon pendant les 3 jours qui nous attendent. Si vous avez besoin d'une traduction simultanée, vous trouverez à l'entrée des casques de traduction. Donc c'est vraiment à préciser. If you need translation, you will find translation headsets at the entrance to the room. Yes, please. So, do not hesitate. On ne perd pas de temps, et pour vous dire ce qui vous attend pendant ces 3 journées exceptionnelles, j'ai le plaisir d'accueillir la directrice générale du salon IFTM Top Raisin, sous vos applaudissements, Laurence Gaborio. Merci François-Xavier. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadrices et ambassadeurs, chère Valérie Bonnède, présidente des entreprises du voyage et présidente d'honneur d'IFTM, pour la première fois, ravie de t'avoir parmi nous. Chers présidents des associations et fédérations, chers partenaires et notamment le Maroc Travel Partner, Mesdames et Messieurs, chers amis de l'industrie du voyage. Je suis honorée de vous accueillir pour l'ouverture d'IFTM, l'événement de référence pour les professionnels du voyage, que ce soit celui du loisir, d'affaires, du MICE ou de groupe. Nous avions Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Que se passe-t-il? Écoute, Air New York, oh écoute, ta voix mâle de cuivre, ta voix vibrante de hautbois, l'angoisse bouchée de tes larmes, tombée, tombée, écoute, New York, oh écoute, ta voix mâle de cuivre, ta voix vibrante
de hautbois, l'angoisse bouchée de tes larmes, tombée, tombée, en gros caillots de sang, en gros caillots de sang, en gros caillots de sang. Écoute, au loin, écoute, au loin. Je dis New York, laisse affluer le sang noir dans ton sang, qu'il dérouille tes articulations d'acier comme une vie de l'huile, qu'il donne à tes ponts les courbes de tes croupes et la souplesse des lianes. Voilà tes fleuves bruissant au bruissement musqué et de lamentin aux yeux de mirage. Mais il suffit d'ouvrir les yeux à l'arc-en-ciel d'avril. Les oreilles, surtout les oreilles, à Dieu qui, d'un rire de saxophone, créa le ciel et la terre en 6 jours. Et le
Un immense bravo. Ça s'appelle une flash mob. Alors en fait, nous avions envie de débuter cette conférence inaugurale de façon un peu inattendue. J'espère que vous avez pris du plaisir, comme moi. Vous venez d'entendre le Chœur Philharmonique International, artiste de l'UNESCO pour la paix. Ils vous ont présenté 2 morceaux de leur programme Rhapsodie Noire, car la musique, comme le voyage, rassemble les cultures et unit les peuples. Merci à sa présidente Monique Ventujol, à Brigitte Perrand et à son directeur artistique Yanis Ben Abdallah et les 51 choristes que vous venez de voir maintenant, choristes et musiciens. Un merci tout particulier à Jean-Patrick et Rose-Marie Farouja et Billet Discount qui soutient la chorale, le chœur et l'intervention de ce matin. C'est un privilège de voir autant de passionnés du voyage réunis dans cette salle et je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à faire de cette 46e édition une réalité. À l'heure de la communication, où toutes les informations sont au même niveau, IFTM continue son chemin de bataille avec 3 axes pour 2024 que sont l'environnement, le digital et l'IA et l'inclusion avec une valeur nouvelle qui est la responsabilité. Si nous sommes tous ici, c'est que nous savons, nous croyons, nous portons les valeurs positives du voyage et tous les avantages qu'il apporte. Il est inutile que je le rappelle ici. Nous sommes tous convaincus de ses bienfaits à l'échelle humaine, mais nous sommes également conscients de ses externalités négatives. Aussi, pour cette édition, nous avons choisi une thématique qui emprunte la voie du courage d'agir maintenant dans sa propre sphère d'influence, une thématique positive mais réaliste. Nouveaux horizons durables, unissons nos responsabilités. Nous avons souhaité donner des repères collectifs, se projeter à travers des visions futures du tourisme, mettre en mouvement des réflexions et s'ouvrir vers d'autres écosystèmes, s'inspirer et faciliter la prise de conscience, les envies de faire et les échanges en s'appuyant sur des exemples concrets. IFTM propose une réflexion sur nos responsabilités individuelles et collectives pour passer de la réflexion à l'action, de la contrainte à la possibilité. Je vous invite, exposants, destinations, agents de voyage, travel managers, ministres, ambassadeurs, à co-construire, à regarder les différentes expérimentations, à intégrer du collaboratif dans vos démarches commerciales. L'activité du voyage redémarre pour atteindre à peu près le niveau de 2019. Profitons de ce nouvel élan pour mieux travailler l'intelligence collective. Je vais vous donner 10 points que vous allez vivre pendant les 3 jours sur le salon. Le premier, ce sont des contenus régénérés avec des interpellations de jeunes générations qui seront présentes sur les salles. Plus d'expérientiel avec le parcours digital intégrant des démonstrations d'application de l'IA et de la réalité virtuelle.
l'accompagnement des startups et la mise en lumière avec l'Orchestra Startup Contest à suivre cet après-midi. Des personnes inspirantes sur scène et on a une qui va arriver bientôt. Des solutions et best practices au sein des conversations et de l'espace tourisme responsable. Une fresque du tourisme présente pour la première fois. Un programme encore amélioré pour les AGV avec le launch by MSC Croisière adossé aux conversations. C'est tout nouveau. Je vous invite vraiment, les agences de voyage, d'y participer. Un Travel Agent Cup Junior repensé, une participation encore plus forte des réseaux et agents indépendants à la TAC, la fameuse TAC, dont on attend avec impatience jeudi après-midi. Les villages de l'attractivité avec un programme de réflexion collective extrêmement riche. Et enfin, un dernier point important, nous venons de fermer les JOP qui marqueront durablement l'histoire et nous allons vous proposer différents héritages qui pourront inspirer chacun. Je tiens maintenant à insister sur le levier de l'inclusion. Troisième axe de l'édition 24. C'est aussi grâce à celui-ci que nous aiderons l'attractivité du secteur. Sachez que 15% de la population française est déclarée en situation de handicap en France selon l'Ipsos. 6% de la population mondiale, c'est-à-dire 1,3 milliard selon l'OMS, est également touchée. Face à ce constat, de multiples interrogations émergent. Comment s'adapter au handicap? Je remercie Annette Masson et l'association Tourisme et Handicap, ainsi que les associations et organismes tels que Essentiem, Je pars, tu pars, il part, l'ATD, l'OPCO, entre autres. L'ouverture à la diversité, handicap visible et invisible, famille avec enfants, personnes éloignées de l'emploi, LGBTQIA+, est un plus pour attirer les nouvelles générations. Comment transformer le moins du handicap visible ou invisible que nous voyons de prime abord en plus? Comment mettre en place les conditions de travail, d'installation physique, de réaménagement de nos lieux pour que ce moins devienne un plus pour le voyage d'affaires, le loisir ou le maïs? Philippe Croison, que nous allons écouter d'ici quelques minutes, nous donnera des exemples. Enfin, quelques mots sur l'engagement en général d'IFTM. Nous allons vers le zéro net déchet grâce à l'éco-conception et la gestion responsable des déchets. Nous nous engageons à atteindre le net zéro carbone au plus tard en 2040. Côté accessibilité, nous œuvrons pour un accès facilité des personnes à mobilité réduite. Nous avons travaillé à la parité des intervenants, ce qui ne fut pas toujours aisé pour être honnête. Je profite pour saluer toutes les femmes du tourisme et je suis fière de contribuer à leur valorisation. Merci. Toutes les grandes salles proposent un dispositif Silent Room, sauf ce matin, puisqu'il y avait le chœur, mais autrement, ça va être un silence dans les salles, avec une retranscription des interventions sur des écrans pour le bien-être de chacun. J'en arrive à ma conclusion. Le voyage et la découverte de l'autre commencent au coin de la rue, en se montrant innovant, courageux politiquement, ouvert aux autres, des solutions pour rendre notre secteur plus vertueux émergent. En mettant de la valeur autour du collectif, nous retrouvons du sens et nous pouvons proposer une invitation à dessiner de nouveaux modèles d'affaires durables. Afin d'être un facilitateur, au-delà d'être un facilitateur d'affaires, IFTM souhaite jouer ce rôle afin que nous soyons des acteurs avertis du changement. Je vous souhaite un très bon salon. Profitez des 1500 exposants et plus de 180 destinations présentes aujourd'hui, qui n'ont qu'une hâte, montrer le meilleur d'eux-mêmes. Merci à vous. Merci Laurence, merci beaucoup. Il n'y a que toi pour avoir une idée de dingue comme ça, d'inviter une chorale pour l'inauguration d'un salon. En tout cas, c'était magnifique. Et on peut d'ailleurs assister à des concerts. Hein. Ils font des concerts dans toute la France. Donc allez-y, n'hésitez pas, la chorale de l'UNESCO avec un magnifique groupe de jazz. Magnifique en effet, un peu d'harmonie dans ce monde qui en manque un petit peu en ce moment, on va dire. Alors tiens, en parlant d'harmonie, nous avons l'immense plaisir d'accueillir l'un des partenaires majeurs du salon. Je veux parler évidemment des entreprises du voyage et sa présidente Valérie Bonnette, sous vos applaudissements.
Bonjour à tous. Alors, harmonie, personne inspirante, tu parlais, ce n'est pas moi. Laurence a annoncé une personne inspirante, c'est celle qui vient après, Philippe Croison. En ce qui me concerne, je vais d'abord remercier Laurence de me donner la parole. Vous saluez tous. Je crois qu'on sent une dynamique très forte. Alors, ça grouille derrière, on entend beaucoup de monde, mais on sent qu'il y a une envie et c'est le rendez-vous de la rentrée, on le sait. Ça marque le début, on va dire, de l'année après cet été, un été dont nous reparlerons. Je crois qu'il y a une table ronde sur les chiffres avec René-Marc Chicly. En tout cas, comme tu le disais, Laurence, beaucoup de professionnels, beaucoup de destinations présentes. Évidemment, des conférences, mais aussi du business, il faut le dire. Des moments où on fait du business, où on échange et où on construit les choses. Donc ça, c'est la vocation du salon. Alors, sans être pessimiste, mais effectivement, pour rappeler le contexte un petit peu dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, un contexte géopolitique assez compliqué, avec des pôles, je pense à l'Ukraine, je pense au Proche-Orient, qui ont évidemment des impacts sur notre industrie, et un contexte économique qui est assez tendu. On peut penser, et en tout cas on peut dire que notre secteur, le secteur de l'industrie du tourisme, c'est quand même un secteur qui est résilient, parce que finalement, le post-Covid a montré l'envie et le redémarrage assez puissant de notre activité. Mais en même temps, quand on regarde les chiffres de l'été, la façon dont on a évolué cette année, certes, une baisse au mois de juillet, mais un retour quand même des clients dans nos agences au mois d'août et une perspective pas très claire. Il est difficile de voir en fait aujourd'hui ce qui va se passer dans les mois à venir, mais quand même on voit des réservations déjà sur 2025, donc qui nous laissent à penser que si on prend les choses à bras le corps, et j'en parlerai en conclusion avec le politique ou les politiques qui vont nous entourer, on pourrait imaginer qu'on avance un peu. Tu le disais Laurence, nos clients ici, en tout cas les affaires qui se font, sont vouées à donner et renforcer la pertinence de notre intermédiation, puisque nous sommes des professionnels souvent intermédiaires, quels que soient nos clients, clients affaires, clients loisirs. Donc on est tourné vers ceci, et tu as identifié les piliers que tu as mis en avant, qui rejoignent ceux que moi je ressens, c'est-à-dire évidemment le développement, l'innovation, l'intelligence artificielle au service, évidemment, de la productivité pour dégager l'humain encore plus au service des clients. C'est vraiment ça l'idée, c'est comment cet outil de l'intelligence artificielle va au final nous aider à dégager du temps sur les tâches répétitives. Et on travaille avec le CEDIF sur ce sujet et on va vous proposer sur une conférence, je crois que ça s'appelle des conversations, quelque chose d'assez intéressant qui sera un outil sectoriel. Donc on travaille sur quelque chose qui va servir aux agences de voyage, aux tour opérateurs, aussi avec le CETO, pour finalement donner un outil qui soit non pas une intelligence artificielle au sens large, mais quelque chose d'appliqué à notre secteur. Ça, c'est vraiment le premier axe sur lequel je tiens à insister. Le second, bien sûr, tu l'as dit, c'est la transition énergétique. Nous sommes quand même extrêmement montrés du doigt sur nos responsabilités en tant qu'émetteurs et en tant que pollueurs. Moi, je crois aussi qu'il faut insister, bien sûr qu'il faut nous positionner sur ce point, il me semble, en tant qu'intermédiaire, c'est-à-dire choisir nos fournisseurs, donner des informations à nos clients et lui donner aussi la responsabilité de son choix. Ça, c'est ma position, c'est ma vision. Par ailleurs, je pense aussi que effectivement, l'inclusion est quelque chose que nous n'abordons pas au niveau de notre secteur. Donc, en partenariat avec l'OPCO, il y aura aussi une conversation à ce sujet. Nous allons mettre cette année des moyens, enfin, et je pense qu'Annette sera contente sur ce sujet depuis le temps qu'elle porte cette vision également, de rendre attractive l'embauche et la collaboration des personnes que l'on doit inclure dans notre société. Ça passe pour nous, au niveau des EDV et du CETO, par des accords de branche qui vont mettre les choses un peu à plat. Donc ça, c'est sur cette vision. Et sur le rôle du tourisme, moi, je pense qu'on a un rôle social et sociétal, évidemment, donc tout n'est pas noir. Et ce sont les choses sur lesquelles nous allons, en tout cas, travailler ensemble avec les élus, nos régions, nos collaborateurs, les agences de voyage et toutes les organisations professionnelles qui sont autour de nous. Le CETO, bien sûr, la PST, mais tous ceux qui font partie de la Confédération des acteurs du tourisme et qui sont avec lesquels on avance, mais aussi le MEDEF.
mais aussi l'ECTA au niveau européen. Vous avez peut-être entendu parler, évidemment, ce matin, du mercato au niveau européen qu'Ursula von der Leyen est en train de faire pour monter son équipe. Nous sommes extrêmement dépendants de ce qui se passe au niveau européen et donc nous serons très attentifs. Pour nos actions, pour les entreprises du voyage, moi j'ai été élue il y a 1 an exactement, le 4 octobre au cours de ce salon. Donc voilà, j'ai fait mon tour de l'année des premières fois, c'est ma première fois en tant que présidente avec vous aujourd'hui. J'en suis évidemment ravie. On travaille d'arrache-pied. On a mis des choses en place, on a continué ce qu'on faisait, mais on a mis aussi de nouvelles choses en place et nous allons en mettre également dans l'année à venir, je l'ai dit, notamment sur l'IA, mais sur beaucoup d'autres choses. Pour conclure, et parce que c'est aussi un des premiers salons, je crois, sans ministre du tourisme pour l'inaugurer, eh bien, j'appelle de mes voeux, effectivement, non pas un ministre du tourisme ou interministériel. À mon sens, la question n'est pas là. La question, c'est de savoir quels sont les moyens que le gouvernement va donner à ce secteur. Qu'est-ce qu'Atout France, effectivement, va faire? Je salue Rosemary Abel qui est là, qui dirige en ce moment Atout France, pour que la capitalisation de l'image que la France a renvoyée grâce aux JO et aux JOP soit un héritage qui soit porté productivement et en collaboration, en co-construction, comme tu le disais, avec tous les professionnels. Voilà, je vous souhaite un bon salon et merci encore de votre attention. Merci beaucoup Valérie Bonnette, présidente des EDV, des entreprises du voyage. Alors je crois que vous serez évidemment d'accord avec moi pour dire que nous sommes tous encore émerveillés par ce qu'on a vécu pendant ces dernières semaines, évidemment avec les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques qui ont fait rayonner, c'est vrai, l'image de la France dans le monde entier et qui auront à l'avenir, on l'espère tous évidemment, un impact très positif sur le tourisme français. L'immense réussite, vraiment l'immense réussite des Jeux paralympiques est venue aussi nous rappeler que l'inclusion était un enjeu absolument majeur du tourisme et, comme nous le rappelait Laurence Gaboriau, sera vraiment l'un des thèmes forts de cette édition 2024 d'IFTM Top Resa. C'est pourquoi Laurence a souhaité inviter pour cette conférence inaugurale celui qui est devenu en quelques années une sorte de porte-parole de ces personnes en situation de handicap. Son histoire est incroyable, il va nous la raconter. Sa volonté est absolument stupéfiante. Je vous demande d'accueillir Philippe Croison. Hop là. Bonjour. Ça va? Ah, une petite énergie, hein. On va le refaire, ça va? Ah, très bien. Vous savez quoi? On va vivre un moment de partage. Juste un moment de partage. Et je vais commencer par un petit mot. Un mot tout bête, hein. Un mot auquel j'ai cru jusqu'à l'âge de 26 ans. Ce mot, c'est impossible. Combien de fois on m'a dit, Philippe, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Combien de fois on vous l'a dit? C'est pas possible, tu peux pas faire ça. Mais surtout, combien de fois vous êtes dit vous-même, mais c'est pas possible, je peux pas faire ça. Moi, ce mot impossible, j'ai cru jusqu'à l'âge de 26 ans, jusqu'au jour où j'ai eu un accident. Et je suis arrivé en centre de rééducation. Et là, j'ai compris que l'impossible n'existait pas. Que l'impossible, c'était juste nous. C'est quoi nos rêves? C'est quoi nos envies? C'est quoi nos objectifs? Mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Et quand je vous parle du mot impossible, après avoir traversé la Manche à la nage, la Manche courte, elle n'est pas terrible, mais je la place quand même, celle-là, c'est gratuit. Après avoir traversé la Manche à la nage, fort de ce succès, je ne voulais pas me séparer de mon équipe. Et j'ai regardé la map-monde. Et j'ai vu qu'on pouvait relier les 5 continents à la nage. Montrer à tout le monde que tout était possible. Que malgré nos différences de religion, de politique, de couleur de peau, ou même de handicap, on vivait tous sur cette petite planète. Et donc je suis parti dans cette nouvelle aventure de vouloir relier les 5 continents à la nage. Mais cette fois-ci, je ne voulais pas le faire seul. Je voulais le faire avec un camarade, Arnaud Chassery, un nageur valide, un nageur handicapé, tous les deux, main dans le bras. On s'est dit, on va relier les 5 continents. Et fort de mon succès, j'avais été voir les chaînes de télévision. On était en 2012. J'avais été voir TF1, M6, France Télévisions. Et je leur ai dit, vous voulez bien faire un documentaire avec moi? On va relier les 5 continents à la nage. On va montrer à tout le monde que tout est possible. Et vous savez ce qu'ils m'ont répondu, toutes les chaînes de télévision?
D'après vous? Eh oui, c'est pas possible. Un mec comme toi en prime time, à 20h50, un gars qui n'a pas de bras et pas de jambes? Non mais laisse tomber mon gars. C'est anxiogène. Alors je ne me suis pas découragé. Je suis parti avec mon caméraman, Robert Izeni, avec qui on a fait un premier film qui s'appelle La vie à bras-le-corps. On est parti en Papouasie-Nouvelle-Guinée. On a vécu avec les Papous pendant 3 semaines. Et le jour où on s'est jeté à l'eau pour relier l'Océanie à l'Asie, il y a un Papou qui s'est jeté à l'eau avec nous. Bon, le problème, c'est que le Papou, il ne savait pas nager. Il savait plonger avec son harpon en bois pour pêcher du poisson pour sa famille, mais faire une nage longue distance, le Papou, il ne savait pas faire. Et là, on a vu le Papou arriver avec des vieilles palmes, un vieux masque brûlé par le soleil, et là, on voit le Papou qui plonge. Et il regarde Arnaud comment il nage par en dessous, remonte à la surface, commence à tirer les bras, replonge, commence à tirer les jambes. Et au bout d'une demi-heure, il se met au même rythme qu'Arnaud. On dit d'accord, mais le gars, il n'a pas l'entraînement, il ne va pas tenir. 1 heure plus tard, le Papou était toujours là. 2 heures plus tard, le Papou résistait. 3 heures plus tard, le Papou commençait à être cuit. Là, on lui a filé nos produits énergétiques, des sucres rapides et des sucres lents pour qu'il puisse continuer l'aventure avec nous. Et quand on est arrivé en Indonésie, 7h35 plus tard, il y avait un nageur valide, un nageur handicapé et un Papou. Extraordinaire, non? Rien que par la volonté, il a été au bout avec nous. On a envoyé ses premières images à France Télévisions. Et là, Georges Pernou de Thalassa, une ancienne émission sur France 3, voit ces images. Et nous, déjà, on est partis pour traverser la mer Rouge entre l'Égypte et la Jordanie, relier l'Afrique à l'Asie. Et là, en plein milieu de notre traversée, il y a notre chef d'expédition qui nous dit « Hé les gars, il y a Thalassa qui veut un documentaire. » Moi, tout heureux, j'imaginais un 26 minutes. J'aurais été l'homme le plus heureux du monde déjà. Ou alors, si le Père Noël était passé, un 52 minutes. Et là, notre chef d'expédition continue sa phrase, il dit « Thalassa veut un documentaire. » Et ils veulent un 110 minutes. Ça sera le premier 110 minutes de l'histoire de la télévision sur Thalassa. Il est passé le 30 novembre 2012. Et on a fait 3 millions de téléspectateurs. Ça veut bien dire que tout est possible, non? Après, pour continuer un petit peu le parcours, on a traversé le détroit de Gibraltar, entre l'Europe et l'Afrique. Et on a terminé par le plus dur des plus durs, le détroit de Bering, entre l'Alaska et la Sibérie. Là, on a nagé dans une eau à 0 degré. Et pour savoir, la petite anecdote, j'avais une combinaison qui n'était pas étanche parce que les ingénieurs m'avaient donné ma combinaison un petit peu trop tard. Et on m'a acheté dans le détroit de Bering avec une combinaison de 3 mm. L'eau est rentrée partout. J'ai été congelé très très rapidement dans une eau à 0 degré. Au bout d'1 heure et demie, je suis en hypothermie sévère. J'ai un œil qui se barre sur le côté. Et là, je commence à mal répondre aux questions au médecin urgentiste. Il me dit, tu t'appelles comment? Je lui dis, je m'appelle Napoléon, j'attaque les Russes. Il m'a dit, attends, c'est trop tôt. Et là, on m'a remis sur le bateau. On a foncé sur la petite Diomède. Il y a quelques Inuits qui vivent là. Ils m'ont jeté dans une baignoire d'eau froide. Et là, ils m'ont ramené tout doucement à la vie avec un petit filet d'eau chaude. Et c'est pour ça que je suis encore avec vous aujourd'hui. Tout ça parce qu'il y a eu l'équipe. Et vous savez, tout à l'heure, on en a parlé, l'accessibilité. Quand j'étais dans le détroit de Bering, aujourd'hui, on nous appelle les personnes en situation de handicap. Mais je ne suis pas en situation de handicap. C'est ma société qui est en situation de handicap. Si ma société est adaptée, je ne suis plus une personne en situation de handicap, je suis un citoyen comme tout le monde. Et donc, quand j'étais dans le détroit de Bering, dans le dernier village, le village de Wells, à 100 km du cercle polaire, dans le petit village de Wells, avec 150 Inuits qui vivaient là, j'étais plus une personne en situation de handicap. La maison commune était adaptée aux personnes handicapées. L'école était adaptée aux enfants pour les handicaps. Même le petit bureau de poste était accessible. Au bout du monde, et pourtant dans le village, il y avait 0 personne handicapée. Au bout du monde, j'étais plus une personne en situation de handicap. J'étais libre de mes mouvements, libre de faire ce que je veux. Vous l'avez compris, aujourd'hui, je suis un citoyen qui a envie de vivre. Je vis du fruit de mon travail, donc je peux consommer. Je peux voyager. Vous voyez, quand on a relié les 5 continents, j'ai une famille, je voyage avec ma famille. Quand je vais au restaurant, j'y vais avec des amis, donc je consomme. Aujourd'hui, depuis la loi de 2005 en France, les enfants peuvent aller à l'école ordinaire. Donc, ils arrivent à Bac+3, Bac+5. Et ils veulent vivre du fruit de leur travail. Ils vivent aujourd'hui du fruit de leur travail. Ils veulent consommer. Ils veulent voyager. Et ça, c'est le message le plus important que j'avais envie de vous dire. Vous savez, un lieu accessible, c'est à peu près 10 à 15% de chiffre d'affaires supplémentaire. Ce n'est pas une blague. 10 à 15% de chiffre d'affaires supplémentaire. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une population qui a envie de vivre comme tout le monde. Et ça, c'est réel. Et donc, pourquoi j'en suis arrivé à ce niveau-là, c'est que bien des années auparavant,
le 5 mars 1994, sans vouloir emporter au mien le meilleur, qui m'est arrivé le pire, j'ai démonté une antenne de télévision sur mon toit et derrière, il y avait une ligne électrique. Et j'ai heurté la ligne électrique avec l'antenne. Le courant est rentré par les mains et ressorti par les jambes. Et là où le courant est rentré, là où il est sorti, ça a brûlé. Enfin, ça a plus que brûlé, c'était carbonisé. Puisqu'à la régie d'électricité, ils ont fait une grosse bêtise. Ils ont cru que c'était une branche qui était tombée sur la ligne. Et pour faire sauter la branche, ils ont rallumé 3 fois le courant. Au premier impact, c'est un arrêt cardiaque. Je vois ma vie défiler une vitesse folle. Hein. Deuxième impact, je reviens à moi. Et au troisième impact, je ne perdrai plus jamais connaissance. Et il y a un voisin qui a entendu les déflagrations, qui a vu les coupures de courant. Et ce monsieur, il a un réflexe extraordinaire. Il a mis des bottes en caoutchouc, des gants en caoutchouc. Il est monté à l'échelle et malgré le danger, il m'a éteint à 2 reprises avec un extincteur. Et pour lui dire merci, je lui ai fait un clin d'œil. Et depuis ce clin d'œil, on est devenus super potes. Hein. Vous comprenez pourquoi? Il m'a sauvé la vie, ce monsieur. Hein. Là, la nuit tombe, on appelle les pompiers du village. Je suis dans un tout petit village qui s'appelle Saint-Rémy-sur-Creuse. On a 2 pompiers volontaires qui arrivent avec une 4L, une ancienne voiture. Et quand les pompiers volontaires arrivent sur le chantier et qu'ils voient le boulot, ils disent bon, bah là, il faut appeler les pompiers. Hein. Ils appellent les pompiers, le SAMU, toute la chaîne qui va se mettre en route pour me sauver la vie. L'hélicoptère arrive, on me met dans l'hélicoptère avec le médecin urgentiste. L'appareil décolle, ça fait déjà un peu plus d'1 heure que l'accident a commencé. Et là, dans mes oreilles, j'entends une petite voix toute douce, toute calme. Le pilote qui me parle doucement, qui me dit bonjour Philippe. Je m'appelle Jean-Philippe Guérin, je viens de chercher mon gars, tu restes avec moi. Hein. Et le gars commence à me raconter sa life. Il m'explique qu'il avait un rêve de devenir pilote d'hélicoptère et qu'il a réalisé son rêve parce qu'il est rentré en gendarmerie pour le faire. Et je m'accroche à cette voix qui me parle dans la nuit. Je fais 2 arrêts cardiaques pendant le voyage. Le médecin urgentiste me donne du courant. Poum. Je pense que j'étais en manque à ce moment-là, il m'a refalé une dose. Et arrivé à Tours, à l'hôpital, le pilote descend, il me fait un petit signe de la main pour me dire au revoir. Et à lui aussi, comme un réflexe, je lui ai fait un clin d'œil. Et depuis ce clin d'œil, on est devenus aussi super potes. Et c'est marrant maintenant que j'y pense. À chaque fois que je fais un clin d'œil à quelqu'un, on devient super potes. Hein. Et là, merci. Et là, vous l'avez compris, je vais rentrer dans le service des brûlés à Tours. Pour me sauver la vie, on va m'enlever mes bras et mes jambes. Je vais être dans le coma pendant 2 mois. Et quand je me réveille après 2 mois de coma, mon petit bébé arrive au monde en même temps que moi. J'avais un petit bébé qui allait arriver. J'avais déjà un grand garçon qui avait 7 ans. Et Grégory, il est né le même jour où je suis sorti du coma, 2 mois après mon accident. On a la même date de naissance, mon petit garçon et moi. Et là, je décide de vivre pour eux. Et je demande à une infirmière d'allumer la télévision. Et la première chose que je vois à la télévision, c'est une jeune fille qui traversait la Manche à la nage. Marion Hans. C'était la 2e Française à réussir la traversée de la Manche depuis 1875. Elle a fait une première tentative à l'âge de 16 ans qui avait échoué. Elle était revenue 1 an après, cette gamine, pour réaliser son rêve. Et moi, je ne connaissais pas encore le phénomène du dépassement de soi. Je n'avais pas encore été en centre de rééducation. Et je vois cette fille qui se bat contre les éléments et son équipe qui l'encourage. Allez Marion, tu vas y arriver cette fois-ci. Nage Marion, nage, on est avec toi ma fille. Et je pense qu'à ce moment-là, j'étais tellement capté par les images que j'ai juste oublié. J'ai juste oublié comment avaient mes bras et mes jambes. Et je regarde la télévision, je fais waouh, pourquoi pas moi un jour? Pourquoi moi je ne traversais pas la Manche à la nage? Voilà, c'est rentré dans ma petite tête. Et ce n'est pas un truc qui me harcelait, hein, mais alors pas du tout. J'en parlais comme ça de temps en temps à de la famille et des amis, mais personne ne voulait me croire. Qui aurait pu croire que j'aurais pu traverser la Manche à la nage un jour? Et 14 ans plus tard, je rencontre l'amour une nouvelle fois, ma chérie Susanna, qui me donne son énergie. Je lui dis voilà chérie, j'ai un rêve, je veux traverser la Manche. Elle me dit oui. On construit une équipe. À ce moment-là, j'ai 40 ans, je suis gras comme un lardon, je n'ai jamais fait sport de ma vie, je ne sais pas nager. Je monte une équipe, je leur file le paquet, je dis voilà, c'est vous les professionnels, c'est à vous de m'emmener à la victoire. On va y arriver ensemble. Et en 2 ans de temps, on a fait 4000 km de natation. Au plus fort de l'entraînement, c'est 35 heures de natation par semaine, 6 heures de gainage. C'est pas dire pendant 2 ans, c'était nager, manger, dormir. Nager, manger, dormir. Tout le temps. Tout ça pour arriver le 18 septembre 2010. Il est 3 heures du matin, je suis en Angleterre, à Folkestone. Mon grand garçon, Jérémy, me réveille. Je suis pas content. Je le regarde avec un air méchant. Je dis, tu fais quoi là, Jérémy là? Il dit, pardon, papa. Mais je voulais être là pour le départ, mon papa. Je dis, bah, puisque tu es là, on va s'échauffer tous les deux. Pendant 1 heure, on échauffe les bras, les jambes, les abdos, le dorsaux, le cou. Et au bout d'1 heure, il repart du côté français. Je lui pose une question malheureuse. Je lui dis, il est où ton petit frère? Et là, il me répond, papa, Grégory, il est en France. Et tu sais quoi? Il y a toute la famille, tous les amis, tous ceux qui t'ont aidé, papa. Ils ont fait des bus. Oh, ça va, tais-toi. Il s'en va. Je descends en direction le bateau. À bord du bateau, il y aura l'huissier, le docteur, urgentiste pour ma sécurité,
Jacques et Arnaud, 2 nageurs longue distance qui avaient réussi la traversée de la Manche. Une équipe de winners qui est autour de moi. À 6 h du matin, on me met dans l'eau. Je nage direction les côtes françaises. Et là, ma plus grosse lutte, c'était de gérer mon émotivité. Je suis quelqu'un de très émotif. Et pour apprendre à gérer cette émotivité, j'ai fait 4 mois de sophrologie pour préparer mon mental. Et au milieu de la Manche, je suis malade, j'ai froid, j'ai des coliques. J'avale une grosse tasse d'eau de mer qui a gelé mon ventre. Et là, je me suis mis à vomir. Mes pulsations cardiaques sont passées de 120 à 110, 100, 90. J'étais en train de m'arrêter. J'étais qu'au milieu de la Manche et j'étais en train de m'arrêter. Et c'est à ce moment-là qu'arrive le fameux dépassement de soi. Vous l'avez compris, dans l'aventure, on est 2, Susanna et moi. À la fin du projet, il y a pratiquement une centaine de personnes qui nous ont aidés. Les gendarmes en Charente-Maritime, les élus qui m'ont accordé leur confiance, les chefs d'entreprise que j'ai appelés pour trouver des partenaires. Imaginez, quand j'appelais la secrétaire et je tombais, oui bonjour, je m'appelle Philippe Croison, je veux traverser la Manche à la nage. C'est bien. Je ne suis pas sportif, mais je suis en train de le devenir. Très bien. Bon, dernier détail, j'ai pas de bras et pas de jambes. Hein? Pas de bras, pas de jambes. Ah d'accord. Envoyez un mail. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Vous l'avez vu, votre réaction. Envoyez un mail. De toutes les aventures que j'ai menées à travers le monde, j'ai jamais eu un partenaire avec un mail ou un coup de téléphone. À chaque fois que j'ai eu un partenaire, c'est quand je suis rentré dans son bureau, que je lui ai parlé, que je l'ai fait rêver. Et quand je suis au milieu de la Manche, je ne peux pas me décevoir moi. Je ne peux pas décevoir Susanna. Je ne peux pas décevoir mon équipe. Et surtout, je ne peux pas décevoir tous ces gens qui m'ont accordé la confiance dont j'avais besoin pour avancer. Et là, dans ma tête, c'est un volcan. Mon équipe me crie dessus. Allez, Philippe, tu savais que tu allais avoir froid. Reprends. Et là, mon énergie repart à 1000%. Et là, ça fait 13 heures que je nage. La nuit est tombée. Une nuit noire sans lune. La tempête arrive. On savait qu'on a une fenêtre météo très, très courte. J'arrive à mon dernier ravitaillement dans la nuit. Là, on est dans des creux de 50 cm à 80 cm de haut. Et je vous promets, quand vous êtes sur un bateau de pêche, ça bouge dans tous les sens. J'arrive à ce dernier ravitaillement. Je regarde Susanna et elle a pu le code, parce qu'elle avait un code entre elle et moi, elle avait un serre-tête avec des petites cossines ridicules. C'était un code parce que les 2 seuls dieux à bord, c'était l'huissier et le docteur. À n'importe quel moment, l'huissier et le docteur pouvaient m'arrêter si ça devenait trop dangereux. Et quand j'arrive à ce dernier ravitaillement, je regarde Susanna et elle a pu le serre-tête. Et là, je comprends qu'il se passe un drame à bord du bateau. Mon entraîneur me crie très très fort dessus, elle me dit « Philippe, c'est fini, reviens !» Je venais de nager 38 km. J'étais à 800 mètres des côtes françaises, à 800 mètres de mon objectif, à 800 mètres de mon changement de vie. Et elle me dit le mot que je ne voulais pas entendre. Pour ceux qui connaissent le nord de la France, entre le cap Blanc-Nez et le cap Griné, entre les 2 caps, j'ai une fenêtre d'arrivée de 20 km de long. J'ai une plage de 20 km de long. Eh bien, le courant, la marée, la tempête, en pleine nuit noire, elle essaie de m'emmener où? En plein sur le cap Griné, en plein sur les roches, en plein sur la falaise. Et là, mon entraîneur elle me dit « Philippe, t'arrives sur le cap Griné, c'est trop dangereux, reviens !» Et moi, je hurle, je dis « Jamais tu m'arrêteras, tu m'entends? Jamais tu m'arrêteras !» Et là, elle comprend qu'elle ne pourra pas me contrôler, elle me dit « Nage le plus vite possible !» Jacques se jette à l'eau, Arnaud se jette à l'eau, les 2 nageurs longue distance pour ma sécurité. L'huissier qui monte sur une petite embarcation avec les 2 pêcheurs. Je vous sur une petite barque, elle se dit bah. L'huissier était là, Et moi, je pars comme un fou. Mes pulsations cardiaques remontent à plus de 160. J'arrive plus à respirer. Je suis là, non, je vais échouer. Les vagues me balancent à droite, à gauche. Je suis un pantin désarticulé. Et au bout de 26 minutes, t'entends Jacques qui crie Philippe, je suis sur un rocher. J'arrête de nager, je me retourne. La vague se retire, je fais poum. Je pousse un grand cri. Lui, s'il entend le cri, il allume sa grosse lampe torche. Je fais je suis rendu. Et là, je vous promets que je n'avais rien pris d'hallucinogène. J'ai vu l'huissier qui a décollé vers le ciel. Mais il va où? C'était une grosse vague monstrueuse dans la nuit noire qui fonçait droit sur moi pour m'éclater contre la falaise. Chose que la vague n'a pas manqué de faire, bien sûr. Ce que je vous raconte là, après 13 h 26 minutes de nage dans une eau à 14 degrés, ça a duré 10-15 secondes maximum. Philippe, rocher. Ouais, La vague m'a propulsé dans les roches, ma combinaison s'est déchirée, ma tête a tapé. Jacques et Arnaud m'ont attrapé in extremis par le bout des palmes. Ils ont tiré, ils ont dit vite, faut se barrer de là. J'étais tellement fatigué que je n'avais même pas compris que j'avais fini la traversée de la Manche à la nage. Et pour terminer, mesdames, messieurs, ce que je vais vous raconter là maintenant, c'est certainement le coup du destin ou le coup du grand n'importe quoi, j'en sais rien. Mais le jour où on a quitté les côtes anglaises, on est 12 nageurs à avoir quitté les côtes anglaises cette journée-là. On est 4 à avoir réussi sur les 12. 3 nageurs valides et moi. Et moi, je suis arrivé à 21 h 26 à droite du Cap Griné, côté Calais. Et pour ceux qui connaissent le Cap Griné, c'est des hectares. Hein. Il y a des champs, il y a des barbelés, il y a des trous de buis, il y a des moutons, il y a le grand phare au milieu. Et moi, je suis arrivé à droite du Cap Griné, côté Calais. Et puis, en même temps que moi,
il y a un nageur valide qui est arrivé à gauche du Cap Griné, côté Boulogne. Et bien, toute ma famille, mes amis, la centaine de personnes qui avaient fait le voyage pour découvrir mon arrivée, ils ont tous couru à gauche. Non, mais sans déconner. Tous. Sauf deux. Il y a mon grand garçon, il a pris son petit frère par la main, il dit, pour moi, papa, il n'est pas à gauche. Papa, il est à droite. Mon père, leur grand-père les a fâchés, il dit, non, les enfants, venez avec nous, c'est la tempête, c'est du vent, il pleut, c'est pas possible, c'est la falaise, c'est trop dangereux. Jérémy, quand tu laisses fâché, il dit, non, pour moi, papa, il est à droite. Il a commencé à courir avec son petit frère. Il y a un ami qui est parti avec eux, une élue du département, ils ont couru à droite, ils ont tombé dans les trous d'obus, ils se sont relevés, ils sont arrivés en haut de la falaise 5 minutes avant que je m'éclate. Et moi, ils me repéraient, j'étais un vrai sapin de Noël dans la nuit. On m'a mis des clignotants partout, sur la tête, sur les fesses, sur les palmes, pour pas me perdre dans la tempête. Et quand Jacques et Arnaud m'ont éloigné le plus vite possible de la falaise, tellement c'était dangereux, je ne les ai pas vus. Hein. La falaise était trop haute. Mais dans la nuit noire, j'ai entendu « Papa, papa, t'es le plus fort du monde. On t'aime, papa !» Et là, j'avais retenu, merci. Et là, j'avais retenu 13h26 minutes d'émotion. J'ai jeté mon masque et mon tuba et j'ai crié « Moi aussi, je vous aime, mes garçons !» Et là, je me suis senti soulevé en l'air, on m'a repêché, on m'a mis à bord du bateau. J'ai vu Susanna en larmes dans les bras de mon entraîneur. Le docteur pleurait, Jacques et Arnaud pleuraient. Les deux pêcheurs anglais que je ne connaissais pas étaient en train de pleurer. On m'a mis sur le capot moteur parce que j'étais bourré de coliques pour me réchauffer. Susanna s'est blottie contre moi avec une couverture de survie. On est reparti en Angleterre en pleine tempête. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris. J'ai compris que j'ai pas traversé la Manche à la nage, non. On a traversé la Manche à la nage et on a réussi. Merci beaucoup. Vous voyez, je termine là-dessus très rapidement. C'est pour ça que je vous dis que nous sommes des personnes capables autrement. Je ne suis pas une personne en situation de handicap, je suis une personne capable autrement. Je peux voyager, j'ai envie de voyager. Tous mes petits camarades d'infortune ont envie de voyager. C'est pour ça qu'avec mon ami Thierry Garot, on a créé une application qui s'appelle Very Important Parking. On a référencé tous les lieux de voyage, tous les lieux publics, toutes les places de parking à travers la France. Mais ça, on en parlera plus tard. Voilà, tout ça, c'est du partage. On a envie de partager avec vous. Donc, n'oubliez pas. Et surtout, on a monté un partenariat extraordinaire avec Tourisme et Handicap. Et ça a été vraiment extraordinaire parce qu'on a référencé tous les lieux touristiques de France et on a envie de référencer tous les lieux touristiques d'Europe, tous les lieux touristiques du monde entier. C'est l'application universelle de l'accessibilité universelle. Merci de m'avoir écouté. Tout est possible. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Philippe Croison. C'est pas simple de reprendre la parole après ce témoignage, en tout cas. Un immense merci, Philippe. Alors, c'est l'heure du protocole, hein, puisqu'il faut bien y passer au protocole. Alors, on va tendre le ruban d'ouverture du salon et on va appeler évidemment, mesdames et messieurs, les présidentes et les présidents pour couper ce cordon d'inauguration pour cette édition 2024 d'IFTM Top Resa. Venez avec nous. Venez avec nous. Un petit mot, Laurence? Oui, juste un petit mot. Alors déjà, merci Philippe. Et puis, je pense que c'est important ce qu'il vient de vous dire. Et je ne sais pas si vous l'avez bien noté. Il a créé une start-up qui s'appelle VIP, Very Important Parking. En fait, cette start-up, c'est le Waze des places PMR. Et ça, il faut le noter. Il répertorie tous les lieux équipés pour les personnes en situation de handicap, soit environ 800 000 lieux référencés. VIP est associé à la start-up d'État Accès Libre et en 5 mois, notez-le, près de 37 000 téléchargements sur cette application. Ça veut dire quelque chose. Notez que quand une application monte aussi vite, c'est qu'il y a un besoin. Et cette start-up est présente sur le stand L80. Allez les visiter, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup, Laurence. Merci. Le message est entendu. Alors, pour la photo, et Philippe revient avec nous, bien sûr.
Les ciseaux, où est-ce qu'ils sont les ciseaux? Ils sont là, ils arrivent les ciseaux. Ils arrivent. Pas d'inquiétude. Magnifique. Merci beaucoup. Cette édition 2024 d'IFTM Top Reza va pouvoir débuter officiellement. Merci à vous pour la photo. C'est bon. On refait une photo, nous dit Alex, avec un peu plus de cohésion, nous dit Alex. Il est exigeant, ce garçon. Il l'a toujours été. Allez, regardez les photographes. Est-ce que c'est bon pour cette photo, mesdames et messieurs les photographes? On est bon? On est bon. Alors, deuxième photo. Merci à vous toutes et vous tous. Deuxième photo avec les ministres étrangers et les ambassadeurs. I would like to call on stage, please, ministers and ambassadors and officials. Please come on stage. Pour la deuxième photo officielle, venez, et puis ensuite il y aura une troisième photo officielle avec les femmes du tourisme, bien sûr. Allez-y. Allez, on se serre un peu et on regarde bien les photographes, les caméramans même, ce sera mieux. Ne vous bousculez pas. Allez, encore un petit effort pour Alex. C'est bon pour les photographes? Merci beaucoup. Thanks very much. Merci beaucoup. Et puis, troisième photo. Valérie, Laurence, on reste sur scène pour la troisième photo avec les femmes du tourisme. Avec la présidente des femmes du tourisme qui est là, qui nous fait le plaisir de sa présence pour cette conférence inaugurale. Emmanuel Liop. Bonjour Emmanuel. Allez, les femmes du tourisme. Amida. Tu n'es pas femme du tourisme? Si, tu es femme du tourisme, Amida, évidemment. Très bien, et toi? Ah oui, c'est la période. Alors, les femmes du tourisme, où êtes-vous? Vous êtes toutes ici? Allez-y, venez. Venez. Patricia, allez, on y va. Très bien, allez-y. Allez, qu'on vous voit bien. Et on regarde bien les objectifs, les caméras. Alex, est-ce que c'est bon pour toi? Non, pas encore. Alors Alex demande à tout le monde de reculer. Restez en place, mesdames, restez en place. Alors, c'est qui Alex? C'est le monsieur qui a les cheveux longs. Alex et son équipe, photographe officielle du salon IFTM, Top Reza, évidemment.
C'est bon, merci beaucoup. Un grand merci. On se retrouve dans une demi-heure pour les conférences qui vont débuter ici dans la salle Arena tout à l'heure. Merci beaucoup.